Bienvenue, Doc Seb. Bienvenue Christy et bienvenue aussi à nos auditeurs et téléspectateurs. Alors, lorsque le trouble bipolaire frappe un membre de la famille, il devient souvent un sujet tabou dont personne ne parle. Tous les membres de la famille ont besoin d'explications et de soutien adaptés pour mieux comprendre ce qu'est le trouble bipolaire. Doc, quel est le quotidien de la famille d'une personne souffrant de trouble bipolaire? Le quotidien de la famille je dirais, de bipolaire, il est fait souvent de préoccupations. Préoccupations par rapport au comportement de leurs jeunes, puisque ça commence en général entre 15 et 25 ans, dans les premiers signes avant-coureurs, ce qu'on appelle les prodromes. Et il y a des préoccupations autour d'un isolement qui peut se faire, d'un fléchissement scolaire, de préoccupation du jeune, du sentiment qu'il n'est pas tout à fait comme ses camarades, qu'il y a quelque chose qui dérape à certains moments, d'une irritabilité aussi, de mouvements de colère, de crises parfois classiques, c'est-à-dire des crises un peu comme ça, complètement disproportionnées, d'angoisse aussi. Donc ça va être fait de préoccupations, ensuite de moments, on va dire, je dirais, des montagnes russes, comme on dit, un peu émotionnelles pour la famille. Ça va être assez compliqué, d'autant plus qu'on va avoir tendance à en faire un caractère, comme si ça faisait partie de son caractère d'être comme ça, un peu soupe au lait ou versatile ou complètement lunatique. Bon, et on va s'apercevoir que ça va s'inscrire quand même dans le temps et que ces changements vont devenir de plus en plus rapides et qui vont s'exprimer aussi dans l'ensemble de sa vie. Dans ces moments un petit peu de prise de risque, de conduite un peu étrange ou de passage à l'acte. Alors, qu'il faudra d'ailleurs différencier de la crise de l'adolescence ou du jeune adulte parfois. Donc, ça va être un moment où il va falloir aussi qu'ils cherchent peut-être à comprendre et puis à trouver d'autres solutions. Ça peut être aussi de proposer je dirais, leur enfant de pouvoir aussi consulter. Alors, c'est plutôt des adolescents ou des jeunes adultes d'ailleurs, mais je dis enfants parce que c'est leur enfant. Et c'est souvent à ce moment-là que, il va y avoir une première alerte, un peu un épisode dépressif ou alors des moments je dirais, de troubles du comportement qui ont été particulièrement importants. Bon, ça va être une première alerte. Et puis après, ça va commencer à dépasser les bornes souvent, et c'est là où les personnes vont s'inquiéter. Alors, ça sera d'autant plus important qu'ils seront mieux informés. C'est-à-dire, plus on est informé sur la pathologie et la possibilité d'en être porteur, et plus, je dirais, on va pouvoir intervenir précocement. Et c'est tout à fait important que la précaution et la prévention initiale aussi, pour dépister aussi, c'est le plus important. Comment appréhender le trouble bipolaire pour la famille et les amis? Alors, pour la famille et les amis, bon, là, une fois qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, déjà, c'est qu'il puisse y avoir une mise en place d'un diagnostic, déjà dans les centres experts ou par un psychiatre spécialisé. Ça, c'est très important, cette phase de diagnostic, d'annonce d'ailleurs, qui n'est pas toujours évidente aussi, comme toute problématique psychique ou de handicap. Il faut aussi accepter aussi ce diagnostic, que ce soit pour le patient et sa famille. Ensuite, il y a, je dirais, mettre en place des traitements qui vont l'aider. Bien sûr, les thymorégulateurs dont on peut parler aussi, qui permettent de réguler l'humeur et de le stabiliser, mais qu'il faudra associer aussi à une thérapie, parce que c'est aussi une psychothérapie de soutien, peut-être une guidance parentale, et je dirais qu'il va aussi pouvoir permettre aussi aux amis ou aux proches de pouvoir comprendre un petit peu ce qui peut se passer. Et puis ensuite, dans le mode de vie, il va falloir adapter un petit peu le rythme de vie, qu'il y a un rythme de vie régulier, avec un bon sommeil, avec des activités physiques et sportives, manger sainement, c'est-à-dire vraiment une vie où il y a cet équilibre naturel qui se met en place. Et puis pour des jeunes, éviter au maximum la consommation excessive d'alcool, de tabac, de drogue et tout ce qui va avec. Ça, c'est tout à fait important. Et de garder le lien
la connexion aussi avec cette personne qui présente un trouble bipolaire, parce que ces moments un peu difficiles vont parfois amener à une déconnexion du milieu familial, et c'est pour ça que c'est tout à fait important de toujours garder ce lien, hein, avec le jeune, et de pouvoir l'aider dans ce qu'on appelle la psychoéducation, c'est-à-dire l'aider dans l'information, dans la compréhension de ce qui se passe pour lui, et à prévenir, je dirais, les facteurs qui pourraient déclencher, on va dire, des épisodes soit dépressifs, soit maniaques. Alors, la question la plus récurrente est qu'est-ce qui peut aider une personne bipolaire à aller mieux? Bah, déjà, c'est de comprendre son fonctionnement. Et c'est tout l'objet de à la fois la psychoéducation qu'on travaille dans les phases de psychothérapie, c'est-à-dire son fonctionnement, qu'est-ce que peut représenter cette pathologie, pouvoir comprendre un peu les différentes phases, que ce soit l'épisode hypomane et l'épisode dépressif, hein, dans les types 2, que ce soit l'épisode maniaque et dépressif dans les types 1, ou alors des cycles, on va dire, de dépression ou d'état maniaque dans le type 3. Donc, c'est déjà de comprendre un peu mieux sa pathologie et son fonctionnement. Et puis aussi, ce qui va déclencher chez soi, hein, ces problématiques. Hein, ça peut être des facteurs de frustration, ça peut être des angoisses de séparation, d'abandon, des ruptures amoureuses, des moments de vie un peu existentiels, de promotion dans son statut social. On le voit, il y a certaines personnes qui vont décompenser parce qu'elles ont une promotion, par exemple, dans leur statut professionnel, avec cette crainte de ne pas pouvoir assurer, et qui vont surinvestir complètement. On va penser que c'est un burn-out, mais ce n'est pas un burn-out parce qu'il y avait déjà autre chose. Donc, c'est leur apprendre à repérer un petit peu aussi les indicateurs, les déclencheurs et puis leur fonctionnement psychique. Ça, c'est tout à fait important. Aussi, de pouvoir sensibiliser aussi à l'observance du traitement. Ça, c'est quand même très important. C'est-à-dire qu'on voit bon nombre de rechutes parce que les personnes se disent qu'elles vont mieux, donc elles arrêtent brutalement leur traitement. Alors que si elles vont mieux, c'est parce qu'elles ont un traitement et parce qu'elles ont un suivi en psychothérapie, donc qui est essentiel. Alors après, qui pourra être réduit à un moment donné parce que justement, ils fonctionnent mieux, ils régulent mieux leurs émotions et ça va mieux pour eux. On a un florilège de questions de personnes qui auraient aimé avoir quelques réponses. Justement, on a Dimitri du 971 qui nous écrit et qui demande: y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour que ma maman aille mieux? Alors, déjà, c'est pouvoir l'accompagner déjà dans ce suivi, parce que souvent, les personnes qui présentent ces types de problématiques sont un peu dans le déni, hein, comme dans bon nombre de pathologies, et que petit à petit, ils acceptent aussi cette pathologie-là. Donc, ça va être de pouvoir l'accompagner, par exemple, chez le médecin, d'être je dirais, cet objet un peu contraphobique qui fait que malgré la peur, eh ben, on y va quand même parce qu'on sait qu'il va falloir être aidé. Ensuite, c'est d'être toujours dans une écoute bienveillante, hein, de pouvoir aussi arrondir parfois les angles, pouvoir donner des conseils de santé, d'équilibre, de vie, sans être trop non plus intrusif dans la vie de son enfant. Hein. Mais je pense que c'est important de pouvoir être dans cette bienveillance globale, et qu'elle puisse trouver des ressources aussi autour d'elle pour pouvoir en parler. Parfois, on voit que chez les aidants, comme on dit, il y a un besoin d'en parler. Et moi, ça m'est arrivé de suivre des personnes qui, justement, avaient je dirais, dans leur famille ou leur enfant qui présentait ce type de problématique, voire même des couples, hein, parce que c'est parfois compliqué aussi dans la vie de couple de pouvoir vivre avec une personne qui présente des problématiques bipolaires, alors d'autant plus quand il ne veut pas se traiter. Steve Dugosier, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour prévenir le trouble bipolaire? Alors, la prévention, déjà, c'est toutes les mesures finalement de mode de vie, hein. C'est-à-dire surveiller son sommeil. À partir du moment où on a un fléchissement du sommeil qui devient de plus en plus récurrent, qu'on a des difficultés d'endormissement de plus en plus importantes, des insomnies qui commencent à s'installer, des choses de cet ordre-là, ou alors à contrario, des formes d'hypersomnie, c'est-à-dire on passe son temps à dormir, qui vont signer souvent un moment dépressif, parfois chez d'autres. Le sommeil est important à surveiller. Ensuite,
l'activité physique. On sait que l'activité physique a un rôle anxio-dépressif sur bon nombre de troubles, et en particulier aussi sur celui-là qui va réguler aussi l'humeur. L'alimentation aussi, l'équilibre alimentaire, on parlait des oméga 3 aussi qui peuvent avoir un rôle, mais bon, qui n'est pas complètement fondé scientifiquement. Et puis, je dirais aussi une stabilité émotionnelle. C'est important dans les interactions, je dirais, pour cette personne, de pouvoir aussi être dans je dirais, des relations qui sont relativement apaisantes et d'être avec des personnes qui sont sécurisantes pour lui aussi. Donc ça, c'est tout à fait important. Et puis, pour prévenir aussi, c'est de conserver son traitement s'il en a un. S'il n'en a pas, de commencer à pouvoir l'initier. Et puis, un suivi en consultation, en psychothérapie, ça me semble aussi essentiel. Christian de Perpignan, les parents peuvent-ils transmettre leurs troubles bipolaires à leur entourage? Est-ce que c'est comme un rhume? Peut-on attraper le trouble bipolaire? Alors, ce n'est pas comme un rhume, ce n'est pas non plus un virus comme le Covid. Donc, il n'y a pas de transmission directe du trouble bipolaire, même si on décrit des risques, entre guillemets, quand il y a un de ses parents, voire les deux, qui peuvent présenter ces troubles-là. Il n'y a pas de transmission génétique et ça ne se transmet sûrement pas comme un rhume ou un virus ou une bactérie. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Tiffany de Pointe-à-Pitre, que dois-je faire si j'ai peur? Que puis-je faire lorsque je m'inquiète vraiment au sujet de mon père qui est atteint de troubles bipolaires? Dans ce cas de figure, puisqu'elle a peur de quelque chose, c'est donc qu'il y a un trouble avéré et particulièrement important et sévère. Ça me semble important de pouvoir, là, s'en référer à des centres experts, voire des lieux d'hospitalisation spécialisés pour les personnes bipolaires pour faire un traitement. Alors, pour envisager un traitement le plus adapté possible après des évaluations qui soient plurielles, qu'elles soient physiologiques, biologiques, neurologiques et aussi psychologiques, pour avoir aussi une équipe pluridisciplinaire qui puisse, je dirais, la rassurer et mettre en place aussi un dispositif psychosocial aussi pour son père. Ça me semble essentiel. Et puis qu'elle puisse l'aider à veiller aussi à l'observance du traitement aussi, qui est tout à fait essentiel, surtout dans les débuts. C'est un petit peu comme les personnes asthmatiques, où il faut les éduquer et les initier un petit peu à ce traitement pour qu'après ils puissent, je dirais, l'intégrer eux-mêmes. C'est tout à fait important, ça. Henriette de Paris, mon fils présente un état d'excitation intense. Il se montre très agressif avec ses voisins et avec nous. Je pense qu'il aurait besoin d'être hospitalisé. Comment faire? Alors, oui, là, je pense qu'on est clairement dans un état d'excitation maniaque qui peut être risqué, qui peut amener à une mise en danger. Et c'est vrai que bien souvent, c'est dans ces phases-là qu'il faut hospitaliser. Dans ces phases-là, mais aussi dans les phases dépressives. Parce que le risque principal, c'est les risques suicidaires. C'est quand même relativement important. Il y a 15 à 20%, suivant les critères, qui vont à un moment donné tenter de se suicider. Donc c'est quand même là une hospitalisation, alors qui peut être fait on appelle ça à la demande d'un tiers, c'est-à-dire un membre de la famille ou via le médecin. Ça peut être une hospitalisation de cet ordre-là qui est la mieux, je dirais, parce qu'en règle générale, quand on est dans cet état-là, c'est rare que le patient, par lui-même, décide de se hospitaliser, puisqu'il se sent un peu tout puissant, euphorique, excité, etc., quoi. Géraldine de Martinique, mon fils atteint de maladie bipolaire ne veut plus prendre de médicaments. Comment faire? Alors là, déjà, c'est de pouvoir en discuter avec lui et de lui expliquer. Ça, je pense que c'est très important d'expliquer aux patients que ce n'est pas le même type de traitement que l'aspirine ou un antibiotique qu'on va prendre pendant une semaine et puis on ne le prendra plus. Que ces traitements-là vont agir dans le temps. Il y a une imprégnation qui se fait, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle une durée de vie dans les traitements, qui va permettre petit à petit que ça régule et que ces régulations se fassent au niveau des neuromédiateurs. Et c'est pour ça que ça prend du temps et que c'est important de le conserver. Et que
alors, et c'est aussi le piège, c'est que c'est pas quand on arrête comme ça tout de suite qu'il y a des effets immédiats. Ça prend du temps et c'est là après où on décompense. Donc, c'est de leur expliquer que c'est des traitements au long cours, de même qu'on prend de la bécotide, voilà, pour un asthmatique, eh bien, on va prendre aussi dans ce traitement de fond un thymorégulateur, du sel de lithium, etc., parce que c'est important pour le patient. Hein. Christophe de Nanterre, on me demande d'être curateur pour un membre de ma famille. Qu'en pensez-vous? Quelles sont les solutions alternatives? Alors, on demande effectivement bien souvent pour les personnes qui sont hospitalisées ou alors qui sont dans des états bipolaires relativement intenses et sévères, un curateur parce que notamment dans les phases maniaques d'excitation, il peut y avoir des achats compulsifs immodérés avec, je dirais, des dettes qui vont se faire. Et donc, c'est tout à fait important parce que dans ces phases-là, les personnes n'ont plus la notion de l'argent ni de quoi que ce soit parfois et qu'il faut mettre en place une instance administrative pour les protéger, je dirais, des risques qu'il peut y avoir potentiels. Et c'est quand même mieux souvent que ça soit un membre de la famille. Alors, on peut avoir différents types de curatelle. On a la curatelle simple, renforcée, etc., qui sont des solutions, je dirais, qui peuvent être mises en place. Alors, quand on ne peut pas l'être soi-même pour diverses raisons, on peut aussi mettre un curateur qui est nommé aussi. Il y a des organismes, c'est comme pour les tutelles, des organismes extérieurs, en général, qui sont subventionnés par des associations, par l'État, etc., qui peuvent mettre en place une curatelle extérieure, on appelle ça aussi. Mais quand on peut privilégier la famille, c'est quand même plus simple, souvent. Comment rendre heureux une personne atteinte de troubles de bipolarité? Déjà, c'est de l'aider à se stabiliser. C'est de pouvoir maintenir les liens avec elle, parce qu'elle va souvent être tentée de se déconnecter de par sa pathologie, et puis par ses actes, les personnes vont à un moment donné lâcher aussi parfois. Donc c'est important de rester dans ce lien, dans cette écoute, de pouvoir aussi les entourer, de pouvoir aussi les amener à se traiter, à pouvoir reconnaître aussi ces difficultés, à les accompagner dans les moments un peu les plus délicats. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont dans cette stabilisation émotionnelle et comportementale, eh bien, de pouvoir aussi vivre avec, parce que la plupart des bipolaires traités sont plutôt des personnes, je dirais, assez conviviales et qui entraînent avec eux une certaine énergie positive. Est-ce qu'une personne souffrant de troubles de bipolarité peut vivre seule? Alors oui, il y a bon nombre de bipolaires qui peuvent vivre seuls. Bien entendu, c'est plus difficile pour beaucoup parce que la plupart ont quand même besoin de ce contact social et c'est des personnes qui sont en général extrêmement sociables. Et donc c'est vrai que pour pallier à cette solitude, c'est important pour eux de pouvoir faire partie de clubs, d'associations, de pouvoir s'investir dans le travail de façon modérée, évidemment, et d'entretenir un tissu relationnel. C'est quand même rares sont ceux qui vivent seuls en permanence. Et je dirais que c'est bon pour personne. On a besoin de cette connexion. Faut se rappeler que l'animal humain est un être social avant tout. Est-ce qu'une personne bipolaire peut aimer? Oui, bien entendu. Les bipolaires, la plupart, d'ailleurs, il ne faut pas les définir. Là, c'est vrai qu'on est dans une émission consacrée à la bipolarité, mais que par leur bipolarité. Il y a autant de bipolaires que de personnes, je dirais, quelque part, et de style, de façon de l'être. Bien sûr que les personnes qui présentent une problématique bipolaire, elles peuvent aimer, et souvent, elles aiment beaucoup, et parfois un peu trop. Et c'est justement leur problématique parfois, c'est de pouvoir aussi pondérer un petit peu cet amour qui peut parfois les emporter. Alors, de façon très positive quand ça va, mais quand ça va pas, ça peut être dramatique pour certains. Donc, il faut les aider à pondérer surtout leur amour. Mais bien sûr qu'elles peuvent être aimées et aimer. Pourquoi la famille a l'impression de s'éloigner de la personne ayant des troubles bipolaires? Alors, bien souvent, c'est parce que dans ces épisodes successifs, alors il y a une incompréhension parfois de la famille totale.
on ne pense pas et on ne veut pas non plus le penser, parce qu'on dit qu'il y a un déni parfois de la personne qui présente ce trouble, mais c'est souvent un déni familial, parce que c'est trop difficile pour la famille d'imaginer qu'il y a une bipolarité, parce que c'est aussi un diagnostic psychopathologique qui n'est pas toujours évident à porter. Donc, il peut y avoir cette incompréhension face à la pathologie, mais aussi l'attitude de la personne qui est bipolaire, qui elle-même va avoir tendance à se renfermer, à se déconnecter des autres et à vivre dans son univers un peu auto-centré et qui va générer des difficultés, des conflits parfois. Et c'est aussi ce qui peut amener à un moment donné cet éloignement. Mais ce n'est pas souhaitable qu'il y ait cet éloignement. C'est vraiment de garder toujours ce lien et de bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette pathologie. Pourquoi la famille a le sentiment de culpabilité à un moment face à ce trouble bipolaire ? Alors, pour une raison précise, c'est que la plupart des parents se disent toujours qu'ils ont une certaine responsabilité dans le trouble. Peu importe, j'ai envie de dire, le handicap, le trouble, qu'il soit génétique, biologique, psychique, il y a toujours ce sentiment-là, parce qu'il y a l'impression qu'on a failli un petit peu dans son éducation. Or, c'est faux. C'est pas à cause de ça. Il y a tout un tas de familles qui font le maximum pour élever leurs enfants, les éduquer. Et bon, malgré tout, il y a une pathologie qui tombe. Il y a aussi des facteurs de hasard aussi dans les pathologies. Je dis ça parce qu'on a tendance, même sociétalement, à trop culpabiliser les personnes en leur disant oui, si tu as tel problème, c'est parce que tu n'as pas bien mangé, parce que tu n'as pas fait ci, parce que tu n'as pas eu. Bon, en réalité, il n'y a pas de culpabilité à avoir de ce point de vue-là. Je dirais que la plupart des parents font le maximum pour leur enfant, mais c'est un sentiment, je dirais, que tout le monde partage quand son enfant a un problème, une difficulté. On a toujours plus ou moins ce sentiment de culpabilité. Ce qui compte, c'est de pouvoir le retourner en quelque chose d'une compréhension et d'une aide positive pour lui et pour son entourage. Comment calmer un bipolaire en phase maniaque ? Alors, en phase maniaque, il peut y avoir, si c'est une phase très intense, je dirais l'hospitalisation. C'était le cas de la personne qui posait la question tout à l'heure. C'est une façon aussi d'apaiser que d'arriver dans un lieu de soins où on va s'occuper de lui, on va pouvoir le traiter, lui donner un traitement aussi d'action rapide qui va lui permettre de redescendre un petit peu, de pouvoir aussi retrouver le sommeil, parce que la plupart, dans ces phases intenses, n'arrivent plus à dormir. Ça peut être aussi de faire en sorte de mettre en place des dispositifs un peu, d'urgence ou de sécurité, mais c'est tout à fait essentiel parce qu'on a toujours quand même un risque de passage à l'acte, peu importe dans la phase dans laquelle on peut se trouver. On arrive sur la fin de l'émission, Doc Seb. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions et le temps précieux que tu nous accordes pour nous expliquer les différents problèmes rencontrés au quotidien. Merci à toi. Merci à toi aussi, Christy, et j'espère que ça pourra aider bon nombre de familles, de parents et aussi de couples et aussi le bipolaire ou le porteur de cette problématique à pouvoir avancer dans son chemin de vie en restant dans l'idée qu'on vit aussi bien avec des problèmes de bipolarité à condition de pouvoir les traiter et de mettre en place tout un dispositif dans ce sens-là. Merci. On se retrouve très prochainement dans une autre émission. À très bientôt, Christy.